Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouveau live de l'hebdo de l'innovation. Donc, comme d'habitude, on commence par le petit rappel AMF. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier agréé par l'AMF. Donc, on continue cette semaine. Vous allez voir, on va beaucoup s'amuser cette semaine avec beaucoup de choses intéressantes. Le premier, c'est record battu pour la fusion nucléaire en Europe. Donc après 40 ans d'exploitation, le Joint European Torus, donc le JET, qui est aux États-Unis, a réussi à chauffer pendant 5 secondes de manière assez stable. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans l'industrie du nucléaire, et surtout dans la nouvelle industrie du nucléaire, là où il y a Commonwealth, là où il y a le projet ITER, ce genre de choses, l'étape numéro 1, c'est de maintenir une réaction longtemps. C'est l'étape numéro 1. D'accord ? C'est une étape sur laquelle, pour ceux qui suivent l'hebdo de l'innovation, on a quand même largement avancé. Parce que si vous voulez, par exemple, le JET, le précédent record, où ils avaient réussi à maintenir quelque chose aussi longtemps, enfin qui était 2,5 secondes au lieu de 5 secondes, c'était dans les années 2000. Donc c'était il y a 20 ans. Donc ça vous montre un petit peu l'avancée qu'il y a eu. Cette année, il y a les Chinois qui ont réussi à maintenir une réaction, il y a les mecs de Commonwealth qui ont réussi à maintenir une réaction, et là, il y a le JET qui arrive à maintenir une réaction. Alors certes, ça dure quelques secondes, c'est pas du tout ce qu'il faut pour une application entre guillemets industrielle, on en est conscient, il faut pas se mentir, c'est pas quelque chose qui va demain mettre toutes les énergies renouvelables au placard et tout ça, et qui va prendre la place de tout le monde, mais ce qu'il faut voir, c'est un peu la version de l'innovation qu'il y a. D'accord ? Le précédent record, c'était même un peu avant 20 ans, c'était 25 ans. Pour être plus précis, c'était il y a 25 ans. Donc, ce qui est intéressant aussi là, c'est quoi ? C'est que le fait de maintenir est intéressant, mais le fait d'avoir de plus en plus d'investissements est intéressant. Parce qu'il faut comprendre comment est-ce qu'ils ont réussi à maintenir. Donc en fait, il faut savoir que le JET, pendant des années, ils ont eu un problème d'architecture de leur réacteur. Vraiment un gros problème. Et c'est pour ça que pendant longtemps, ils n'ont pas travaillé, parce qu'il a fallu qu'ils travaillent à comment réagencer le réacteur. Et ça a pris énormément de temps. Quand on lit un peu le papier, on apprend aussi qu'en fait, les choses se sont accélérées il y a à peu près 10 ans. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on a commencé à remettre de l'argent un petit peu dans la machine et où on a commencé à réimpulser les choses. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on voit maintenant encore plus dans les startups du privé, mais on voit quand même que dans le nucléaire, depuis 10 ans, commence à y avoir un peu d'ajout de capital, surtout dans la recherche fondamentale. Maintenant, on arrive à un point où en France, en Pologne, en Roumanie et dans d'autres pays, on crée des nouveaux réacteurs et on veut en créer de plus en plus. D'accord ? Alors qu'avant, c'était quand même un cycle qui était assez trusté par deux pays, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, qui avaient des tels besoins électriques qui construisaient des réacteurs, mais les autres avaient un peu abandonné la construction, ils maintenaient leurs réacteurs mais ils ne construisaient plus. Là, on commence à être sur une phase où beaucoup de pays qui ne construisaient plus se remettent à réfléchir à construire. Les Anglais, les Américains, les Polonais ont lancé des tranches de réacteurs, les Roumains veulent lancer des tranches de réacteurs, les Français veulent lancer des tranches de réacteurs, et vous commencez à avoir un peu un emballement. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose d'intéressant, parce que si on investit dans le nucléaire actuel, les sociétés du nucléaire actuel, la majorité vont investir dans le nucléaire futur. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que un des plus grands énergéticiens européens, Eni, qui est un des énergéticiens qui a eu le parcours boursier le plus intéressant avec Enel, d'accord ? Ces deux énergéticiens-là, c'est les deux qui sont le plus en amont dans la recherche fondamentale sur le nucléaire. Ils sont au niveau d'EDF, sauf que EDF, vous ne pouvez pas vraiment comparer, parce que EDF, ils ont repris Areva, donc c'est un peu différent, parce que vous êtes dans un méga ensemble français. Or, par contre, pour les deux autres énergéticiens,
C'est pas des énergéticiens vraiment qui ont capturé des entreprises publiques qui avaient une vraie connaissance du nucléaire, mais c'est des gens qui ont fait cet investissement. Et quand on regarde le management de ces sociétés-là, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces investissements-là? Eh ben parce que ils pensent que c'est vraiment l'avenir, ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi dans ce que le JET a fait, c'est quoi? C'est que l'architecture qu'on a mis pour le Joint European Torus, c'est la même, mais à une échelle plus petite que celle qu'on a fait pour ITER. Donc pendant longtemps, on s'est retrouvé avec des écologistes et avec d'autres typologies de population qui disaient mais de toute façon, le design qu'on a mis sur ITER, on n'est pas sûr qu'il marche. Donc on construit un truc, mais on ne sait pas s'il marche. C'est un peu le principe de beaucoup de choses dans la technique, c'est-à-dire quand vous commencez à construire, vous ne savez pas vraiment si vous allez réussir. La première centrale nucléaire, on ne savait pas vraiment quand on l'a construit si on allait réussir ou pas. La première bombe atomique, c'est la même chose. Dès que vous faites un premier truc, forcément, vous avez des échecs. La première Tesla, elle roule pas comme la Tesla de maintenant. Hein. Ça, c'est pas du tout la même chose. Mais il faut commencer par des premiers petits pas avant de réussir à faire des grands pas, puis de courir et ce genre de choses. Donc voilà, donc déjà ça c'est intéressant parce que ça enlève une partie de la critique qu'on avait sur le design d'ITER. On avance de plus en plus sur ITER, donc tout ça c'est des choses qui sont intéressantes et c'est encore une brique qui nous prouve que dans le nucléaire on avance pas à pas et qu'on fait des choses qui sont très intéressantes. Pour ceux qui veulent aussi, il y a eu quelque chose d'intéressant, il y a eu un super livre qui est sorti là récemment sur la DGSE, d'accord ? Et sur les Français qui ont, entre guillemets, trahi le pays en donnant des informations aux Chinois. Et si vous regardez dans les petits papiers de ce livre-là, alors ce livre vient juste de sortir, pour ceux qui ont la chance de connaître, vous pouvez avoir les petits papiers dans certains journaux et tout. Vous verrez qu'il y a une branche sur laquelle la DGSE est très tatillonne et où il y a beaucoup de vols de technologie, c'est la branche nucléaire. Et quand vous remontez dans le bouquin, ils sont sur des années, ils sont pas sur ce qui se passe en 2022, mais plutôt sur des trucs qui sont passés en 2018, 2016, 2017, 2015. Vous verrez que déjà à l'époque, la grande question des services secrets chinois, c'était d'aller capturer des secrets sur l'industrie nucléaire. Et c'était pas vraiment de l'industrie nucléaire militaire, mais ce qui les intéressait, c'était plutôt de l'industrie nucléaire civile pour pouvoir créer leur propre réacteur et pour pouvoir avancer. Donc ça vous montre vraiment le fait que cette industrie est clé parce que la possibilité de développer cette industrie et d'utiliser cette nouvelle technologie pour créer de l'énergie débloquerait une énergie qui est considérable et cette énergie qui est considérable débloquerait forcément une puissance économique par derrière qui est considérable parce que vous pourriez utiliser beaucoup plus d'énergie pour faire énormément de choses et vous auriez beaucoup moins de problèmes. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont de très bons signes. Donc ça, c'était pour le record en Europe. Ça vous montre aussi qu'en Europe, on n'est pas si nul que ça. Hein, parce que quand vous regardez sur le nucléaire, on est vraiment en avance par rapport aux Américains. Alors même si, effectivement, Commonwealth, les startups américaines sont mieux financées et sont plus loin, entre guillemets, dans leur étape de développement que les startups européennes. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'en Europe, on a quand même du parapublic, donc le CERN, tous ces organismes-là, qui ont quand même des avancées technologiques qui sont majeures là-dedans, et donc qui nous aident vraiment beaucoup. D'accord? Et faut vous dire aussi que c'est une chance pour la France d'avoir ITER, parce que si demain le module ITER fonctionne, quand il faudra répliquer ITER, il y aura plus de capacité en France à bâtir ITER, vu qu'on l'a bâti en France, les entreprises ont été faites en France, les gens ont les compétences en France, et vous aurez plus de facilité à dupliquer le modèle. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes, c'est dès que vous commencez sur un secteur à faire quelque chose et que vous êtes le premier, vous allez acquérir de la compétence, une compétence que les autres n'ont pas forcément et vont être obligés de copier, et c'est pas si facile que ça de copier, surtout quand vous êtes dans des ensembles industriels massifs, avec un vrai travail, un vrai savoir-faire de multiples corps de métier. Donc voilà. On a aussi cette semaine la DARPA qui fait voler un hélicoptère autonome. Donc ça, c'est toujours dans la même chose. Hein. Donc il faut savoir que les Américains, ils sont très en avance là-dessus, à travers la DARPA, qui est une des toutes premières agences à avoir mis vraiment des millions sur l'autonomie.
parce qu'il faut se dire que dans les années 2012-2011, la DARPA avait déjà des concours où on pouvait gagner plusieurs dizaines de millions de dollars pour aller faire marcher dans le désert des véhicules de manière autonome, faire voler des véhicules de manière autonome, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle la DARPA est en avance depuis très très longtemps, d'accord? Donc là je vais vous montrer une petite vidéo, hein. Donc l'histoire de cette petite vidéo, c'est entre guillemets la V1 de ce qui s'est passé cette semaine, d'accord? Pourquoi la V1? Parce que les images de cette semaine, on ne les a pas malheureusement, hein. Donc on peut pas, je peux pas vous les montrer, ce qui est un peu triste, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, je peux pas vous les montrer. Et ça, c'est l'époque où comment s'appelle, le Black Hawk volait en autonomie, mais avec des pilotes à bord au cas où. Comme la voiture de Tesla, vous l'utilisez, mais vous êtes derrière le volant. Et bien là, c'était la même chose. Donc tout de suite, on va voir la petite vidéo. Alors, je... Engaging autonomous auto start. Sending in 3, 2, sending. Autonomous takeoff. Completing into a stable hover. You can see the first obstacle coming into the flight path, and there's a left-hand turn to avoid the large no-fly zone. We're entering the cityscape now. You see the aircraft maneuvering between the simulated buildings. And there's the flight plan home. Sending in 3, 2, sending. Flight plan on the way home, 3 waypoints, and then that final waypoint is a landing waypoint, so the aircraft will come in at 90 knots approach speed, decelerating for touchdown. Okay, there's mission complete. Donc voilà, vous avez vu la petite vidéo. Donc ça, c'était la V1, entre guillemets, hein. Donc c'est-à-dire il y avait des pilotes à bord, mais l'hélicoptère avait une conduite quasi autonome, d'accord? Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment bluffant déjà à l'époque, hein. Ça date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, d'accord? Donc c'est quand même pas si vieux et en même temps assez vieux. Et là, la chose qui a surpris le public, c'est que la DARPA a communiqué en disant que ils étaient capables de faire voler un Black Hawk sans équipage, totalement sans équipage, qui pouvait aller d'un point A à un point B et exécuter des missions tout seul. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de choses, il y a un impact sur énormément de choses. Déjà, il y a un impact au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que par exemple, si vous faites du sauvetage en mer ou ce genre de choses, vous savez que c'est dangereux d'amener un hélicoptère sur place, parce que généralement c'est la tempête et tout. Donc déjà, par exemple, dans ces conditions extrêmes, on préférerait peut-être amener un hélicoptère autonome plutôt qu'amener du personnel qui risque sa vie, ce genre de choses. Et il y a énormément d'avantages. C'est-à-dire que par exemple, vous avez le même avantage, c'est si vous voulez mener une mission à bien, vous avez la capacité de faire décoller une multitude d'hélicoptères, d'en avoir un qui est avec des forces spéciales et 50 qui sont à vide, et c'est très difficile pour l'adversaire de savoir lequel va être plein, lequel va être vide, et vous êtes obligé de disperser vos forces, et donc forcément vous laissez généralement la target qui est visée plus proche et plus accessible que si vous ne faisiez, s'il n'y avait qu'un seul véhicule qui venait, ou même 2, 3, et vous n'avez pas la possibilité pour une armée d'envoyer non plus 300 hélicoptères pleins en même temps. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est quoi? C'est le reste qui est sorti cette semaine dans le New Yorker. Donc, qu'est-ce qui est sorti cette semaine dans le New Yorker? Plusieurs choses. Déjà, le Pentagone a plus de 600 projets avec de l'intégration de l'IA dans ces projets-là. Donc, ça vous montre vraiment
l'impact de l'armée US et de la DARPA, parce que la DARPA, ils sont beaucoup en avance, c'est ceux à qui on doit un peu en partie l'ancêtre d'Internet, mais plein de technos ont été incubés par la DARPA, et quand vous êtes un investisseur surtout technologique, n'oubliez pas qu'il y a énormément de choses à aller capturer au sein des instances militaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec Tsahal, il y a beaucoup de choses en Chine qui se passent avec l'armée chinoise, en Inde aussi, aux États-Unis avec la DARPA, et maintenant en Europe de plus en plus, et même en France. Macron a lancé des grands travaux sur les agences de programmation militaire, donc tout ce qui est la Direction Générale de l'Armement et d'autres sous-entités qui ont vraiment lancé des programmes d'innovation qui sont bien plus majeurs qu'avant et des choses où prennent bien plus de risques. Et généralement, l'armée a une capacité de prendre du risque qu'on n'a pas forcément de la même manière dans le privé. Donc ça, c'est important. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quoi? C'est que la DARPA en a profité pour nous communiquer quelque chose. C'est qu'ils espèrent faire voler leur premier jet entièrement piloté par l'IA en 2024. Et ils veulent même faire une simulation aérienne au-dessus d'un lac la même année. Donc au-dessus du lac Ontario de mémoire. C'est pas marqué là, mais de mémoire, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et alors, quand on lit le rapport, je vous encourage à aller le lire, il est dans le New Yorker, il faut être abonné, mais voilà. C'est la défense des instances américaines, c'est de dire que de toute façon, on est obligé de créer des machines avec de l'IA pour aller combattre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut combattre l'IA que par l'IA. Et ceux qui veulent ne pas mettre en place d'IA offensive risquent juste d'être dépassés par les autres. Et du coup, comme on est dans un monde mélien, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, j'ai déjà expliqué un petit peu ce que c'était que le monde mélien, bah forcément, celui qui a l'IA qui marche le mieux, et bah, il va gagner, et les autres, bah, ils sont perdants. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre de choses. Donc ça, effectivement, bah, ça pousse pour une utilisation importante de l'IA. Donc voilà. Après, on a Nautilus, donc le cargo aérien du futur. Donc Nautilus, c'est une startup qui a été fondée en 2016 et il y a quelques jours, ils ont communiqué quelque chose d'assez intéressant. Ils ont communiqué un carnet de commandes de 6 milliards de dollars avec plus de 450 appareils. Alors l'idée de Nautilus, c'est quoi? Alors ils en sont encore à la phase de test, ils n'ont pas fait des tests en vol, mais ils ont fait que en soufflerie. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire un cargo totalement autonome dans les airs, qui pourrait contenir 60% de fret en plus que les avions existants et qui réduirait les coûts d'émission aussi bien en coût d'utilisation de l'avion que en coût d'émission carbone de 60 à 50%. Donc c'est quand même assez important. L'idée de Nautilus, c'est quoi? C'est de se dire que chez Nautilus, on va mettre absolument tout en place pour faire en sorte qu'on puisse mettre le plus de colis possible dans l'avion. Et on ne crée l'avion que pour ça. Et c'est vrai que si vous regardez à l'heure actuelle, les gros avions, ils sont créés sur un principe qui est un peu le même que celui de l'avion traditionnel. C'est-à-dire que vous avez un fuselage arrondi et n'importe qui a fait un peu de gestion de colis, qui a déjà fait un déménagement ou quelque chose comme ça, c'est que dans un cercle, vous ne mettez pas le maximum de carton comparé à un rectangle ou ce genre de choses. Donc, il y a quand même une petite idée. Leur design, il faut encore qu'ils fassent ses preuves en vol. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la capacité que la société a eue de signer des contrats et avec des gens qui sont majeurs, parce qu'il y a quand même des gens comme UPS, ce genre de choses, qui ont signé des précommandes. Donc, ça vous montre vraiment aussi qu'il y a un appétit de beaucoup d'entreprises pour la technologie du futur et ils sont prêts à prendre des risques. Alors, ok, vous ne prenez pas beaucoup de risques parce que vous payez un petit acompte, c'est pas colossal. Donc même si ça marche pas, c'est pas grave. Mais par contre, ça vous montre vraiment qu'il y a une innovation majeure et qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent et que dans chaque sous-marché, il commence à y avoir des choses. Et moi, j'ai beaucoup confiance en ça parce que, faut vous dire, à l'heure actuelle, l'aérien, pour transporter des marchandises, ça coûte entre 5 et 15 fois plus cher que le maritime. D'accord? Mais le maritime, c'est beaucoup plus long. Le maritime, on est déjà en train de jouer sur le prix. Pourquoi? Parce qu'on fait des bateaux de plus en plus longs. Mais faire des bateaux de plus en plus rapides, c'est compliqué. Donc le temps sera toujours limité et sera toujours une problématique dans la chaîne d'approvisionnement quand vous faites en bateau. Là, l'effet est inverse sur l'avion.
Sur l'avion, le problème n'est pas le temps, mais le coût. Et vous commencez à voir quelque chose, c'est-à-dire qu'on était dans un monde où, depuis quasiment 700 ans, quand on voulait déployer des actifs, des objets d'un bout à l'autre de la planète, on les mettait sur des bateaux. Et ça, c'est ce qui existe depuis quasiment les anciens temps. D'accord ? Et maintenant, de plus en plus, on utilise l'aérien et on est en train d'avancer vers des coûts du transport aérien qui diminuent fortement. Et ce switch qu'on va faire de l'industrie maritime à l'industrie aérienne pour certains biens et services, il va quand même être très très intéressant et très violent, et il peut apporter beaucoup de choses parce que vous avez une capacité d'avoir des capacités de répondre à l'offre et à la demande qui est beaucoup plus rapide, parce que si vous commandez des petits circuits imprimés que vous les faites livrer en avion, bah vous pouvez les avoir en 24-48 heures. C'est pas possible en bateau. Ça sera jamais possible de notre vivant en bateau. C'est pas, il faudrait que le bateau aille beaucoup plus vite que maintenant, et même ça poserait un problème parce que de toute façon dans les canaux, il n'y a pas la place de faire circuler autant de bateaux aussi rapidement, donc ça poserait de toute façon un souci. Donc ça vous montre encore une fois l'hyper-innovation, le fait que les entreprises comme Airbus, comme Boeing ne peuvent pas se reposer sur leur laurier, parce que vous avez des entreprises comme ça qui sont toujours derrière et qui ont des capacités à vendre beaucoup, parce que quand vous êtes Nautilus et que vous avez 6 milliards de carnets de commandes, vous pouvez aller voir des gens et dire bah mon marché il existe, il y a des gens qui sont prêts à acheter mes avions, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, et si votre produit il est vraiment intéressant, bah vous allez réussir à le vendre. Et tout ça, c'était des choses où avant, y compris les gens qui étaient leaders dans un secteur et les clients de ces gens-là, ils étaient averses au risque. Ils avaient une manière de consommer qui était plutôt non, mais fais ton avion, montre-moi que ça marche chez quelqu'un d'autre et peut-être après je réfléchirai à l'acheter. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, vous appelez UPS, Amazon et tout, vous voyez un avion comme ça, vous dites donne-moi le carnet de chèques, je te fais une commande, je te verse un acompte et comme ça, si ça marche, je suis sûr d'avoir l'outil qui me permet d'aller beaucoup plus vite que mes concurrents et de faire une différence avec mes concurrents. Et cette différence par la technologie, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les sociétés. Et c'est aussi pour ça que toutes les sociétés que vous voyez qui ont des super résultats, que ça soit Air Liquide, ce genre de choses, qu'est-ce qui différencie Air Liquide, Orange ou Google et Atos? C'est la capacité à investir dans l'avenir. C'est la R&D que vous mettez dans vos projets, le risque que vous êtes capable de prendre. Et ça, c'est des choses qui sont colossales. Et ce que vous voyez de plus en plus dans les entreprises qui ont une vraie différenciation par rapport aux autres, c'est que leur R&D, elle est massive et elle dure dans le temps. Et ils font énormément de projets. Alors, ils se plantent très très souvent. Parce qu'en gros, quand vous êtes une entreprise qui fait de la R&D maintenant, 95% du temps, vos projets, ils ne serviront à rien. Ils ne vont jamais démarrer vraiment. Et puis après, vous en avez 5% qui vont démarrer. Là-dedans, vous en avez qui vont échouer, d'autres qui vont vraiment bien réussir, ce genre de choses. Mais par contre, toutes les entreprises ont compris qu'elles étaient obligées de le faire. Parce que là où avant, il y avait 1000 projets en France qui étaient lancés contre elles pour prendre leur place, combien allaient réussir? Au mieux, peut-être 15-20. Et donc après, on en achetait, il y en avait qui coulaient et puis c'était fini. Maintenant, on est dans un monde global où il n'y a plus 1000 projets qui vont être lancés contre elles, mais 10 000, voire 100 000. Donc même si vous en avez que 1% qui réussit, ça fait plus qu'avant. Et vous n'avez plus la capacité de racheter 100 startups comme avant, ce genre de choses, c'est plus possible. Donc la concurrence est beaucoup plus élevée, et la concurrence attire l'innovation, et ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et moi je pense que dans l'aérien, vraiment un niveau d'innovation qu'on va voir arriver dans les années futures, c'est les cargos autonomes, et les drones autonomes aussi de livraison, surtout les drones entre points logistiques, parce que je pense que tous les drones, on vous livre votre pizza en bas de chez vous, ça me paraît compliqué, il faut que le drone il vienne se poser sur mon balcon et tout, machin, ou dans mon jardin, ou ceci, c'est compliqué, et je pense que l'industrialisation de ça est très compliquée. Par contre, vous êtes une entreprise comme Amazon, vous avez votre produit à Düsseldorf, vous avez un entrepôt logistique à Lyon, et vous voulez amener vos colis de Lyon à Düsseldorf, avoir un drone autonome qui fait la livraison Lyon-Düsseldorf avec une piste d'atterrissage sur votre entrepôt qui permet de faire cette livraison ultra rapide entre différents points,
et de centraliser certains produits sur certains entrepôts tout en ayant une capacité de les livrer rapidement, ça je pense que c'est l'avenir et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et c'est quelque chose qu'on va vraiment voir dans les 10 ans qui arrivent et ça va vraiment donner encore un avantage un peu nouveau à tous les grands du e-commerce parce qu'il faut se dire que le e-commerce qu'on voyait de plus en plus, et vous le voyez avec les résultats de Shopify ce matin ou de ce genre de choses, c'était qu'avant Amazon était le grand leader, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il était capable de livrer très vite tout le monde. Maintenant, on a créé de plus en plus de services qui simplifient la vie de tous les petits e-commerçants et quand vous êtes un petit e-commerçant, vous avez la capacité d'ouvrir un service qui est assez proche de celui d'Amazon en temps de livraison, ce genre de choses, pour des coûts qui sont encore absorbables pour votre structure. Donc vous avez la capacité de prendre de la part de marché Amazon en étant spécifique. C'est-à-dire le fait d'être spécifique, quand on vient sur votre site, on ne va pas passer 15 ans à scroller de page en page et on est sûr de trouver le produit qu'on cherche. C'est l'avantage du e-commerce de spécificité. Par exemple des sociétés comme LDLC ou des sociétés comme Cumulus Vap ou des sociétés comme Dr Maurice, comme Doc Maurice, ce genre de choses qui sont spécifiques sur une verticale. Mais par contre, je pense que là où va y avoir un gros changement, c'est dans les années futures, dans les 5-10 ans qui arrivent, je pense qu'il va y avoir un nouveau cycle de gros avantages concurrentiels pour les gros acteurs du e-commerce par l'investissement logistique qu'on va obliger ces acteurs à faire à travers justement ces cargos aériens, à travers aussi ces drones qui vont faire de la livraison. Pourquoi ? Parce que tous ces acteurs-là, ils vont amener une capacité de centraliser la valeur sur des entrepôts beaucoup plus grands que ceux de maintenant et d'inonder une zone de chalandise beaucoup plus large que celle d'avant avec un seul entrepôt. Et donc forcément, vous faites des économies d'échelle. L'économie d'échelle se retrouve dans le prix et vous allez avoir un facteur prix qui va être intéressant sur Amazon sur les 10 ans qui viennent et qui va s'accélérer fortement. Donc voilà, on va passer à l'hebdo des cryptos. Donc cette semaine, dans les meilleurs résultats, vous avez Celsius qui a fait un bon score. Après, vous avez Theta, Elrond, Quantum, Clay, Avalanche, Ethereum classique, BNB, Hedera et Secret. Et en négatif, excusez-moi, les volumes ne sont pas bien affichés, j'ai pas bien coupé. Vous avez Unus Ced, donc Léo, vous avez Oasis Network, vous avez Bora, Iotex, NIR Protocol, IOTA, XDC, Holo, Solana, eCash et OKB. Ce que vous voyez, c'est ce que je vous raconte depuis un certain temps quand même. Vous voyez que quasiment tous les protocoles qui montent beaucoup, la plupart sont quand même situés en majorité au-delà du top 40. Parce que là, vous avez top 4, top 37, top 10. Allez, on va dire celui-là aussi, top 44. Là, top 38, top 41. Vous voyez, on va faire plus simple. On va passer ceux qui sont au-delà du top 50. Donc du top 50, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les haussiers. Et ceux qui sont en dessous du top 50 dans les baissiers. D'accord ? Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord ? Vous en avez 7. Donc ça, c'est quand même important. C'est l'histoire que je vous raconte depuis un certain temps. Cette histoire, c'est quoi ? C'est que, à mon avis, en ce moment, on est quand même dans un moment où le marché, si vous êtes un trader, vous avez beaucoup de choses à faire sur les cryptos. Je vous invite à aller voir le Telegram d'un mec comme Rodolphe qui sait ça très bien. Moi, je ne suis pas un trader, donc je ne suis pas capable de le faire. Si vous êtes un acheteur de long terme qui aime la technologie, ce genre de choses, il y a des petits projets qui peuvent être intéressants à soutenir. Mais je pense qu'il faut surtout se concentrer sur l'achat de top crypto-monnaies, centraliser son portefeuille sur les top crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que depuis quasiment 3 mois, ce qu'on voit, c'est que généralement, il y a beaucoup de volatilité en dessous du top 50 dans les cryptos, avec une capacité de descente très importante et une capacité d'avoir des rebonds très importants. Mais généralement, les rebonds ne font jamais des nouveaux points hauts. Alors que dans les top cryptos, vous avez une capacité de rebond qui est un peu amoindrie, une capacité de descente qui est un peu amoindrie, mais vous arrivez à retrouver plus ou moins la même chose et vous n'avez pas une lente descente à coup de je monte, je descends, je remonte, mais je remonte moins que ce que j'étais descendu et je fais un truc qui descend comme ça. Dans les grosses cryptos, vous avez plutôt un pattern qui se dessine comme ça. On est beaucoup monté, beaucoup descendu, on a un peu remonté et puis on est dans un range et on évolue un peu dans ce range-là
Donc je pense que dans les grosses cryptos, c'est plus intéressant de se centraliser dessus et d'essayer, si vous êtes un trader, mais pas un trader je veux pas dire compétent, mais pas un trader avec beaucoup de temps et qui a envie de se passionner pour les cryptos, vous pouvez trader le range qu'il y a sur les top cryptos. Et si vous êtes un acteur des cryptos un peu standard comme moi, vous pouvez toujours vous acheter quand vous vous trouvez en bas du range, vous en vendez un petit peu quand vous êtes en haut. Entre temps, ce que vous arrivez à grappiller, vous le mettez en stacking. Et puis voilà, et vous laissez vivre votre truc de temps en temps. Et puis si vraiment vous trouvez des projets qui vous intéressent vraiment, bah vous investissez dessus et c'est ticket de loto. Mais je vous dirais que moi en ce moment, je préfère éviter d'investir dans des projets parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de projets qui sont pas de bonne qualité et très peu de projets qui sont de bonne qualité. Et on a des valorisations des projets qui sont un minimum sérieux, qui sont quand même très élevés, avec du private equity qui est quand même très présent. Donc en fait, on n'a pas les effets qu'on avait en 2017 ou 2018 après la crise des ICO, où on s'était retrouvé avec des projets qui avaient revu à la baisse leurs attentes financières. Et du coup, pendant un certain temps, dès qu'on levait du capital dans le monde des cryptos, on levait très peu cher. Parce que dès qu'on faisait une opportunité, enfin dès qu'on venait venir à la foule dans un projet, ben, on était sur des market cap de 50 millions, 10 millions, ce genre de choses. Et souvent plutôt 10 millions. Et maintenant, on se retrouve avec des projets, même des projets pas très sérieux, qui sont sur des market cap de 100 millions, 150 millions de dollars. Enfin, le gain, il est plus limité à ce niveau-là. Hein, vraiment beaucoup, beaucoup plus limité. Donc moi, j'essaye de faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je me centralise plus sur les grosses cryptos. Et je pense que l'évolution du marché me donne plutôt raison ces derniers mois. Là, on voit Ethereum en hyper croissance. Donc c'est ce que je vous disais depuis un certain temps. Donc vous voyez une chose, c'est le nombre d'adresses Ethereum en vert qui ont de l'Ethereum dedans. Et en noir, c'est le prix de l'Ethereum. Donc vous voyez qu'il y a eu une première grosse hausse avec la hausse. Ça a été l'impulsion, entre guillemets, qui a été ici. Et depuis l'impulsion, on est quand même structurellement dans une phase haussière. On a eu une toute petite digestion ici. Le moment où la Chine a eu à taper un peu sur les cryptos. Et depuis, on est reparti très violemment en hausse. Ça, c'est quand même une courbe d'utilisation qui est quand même très intéressante. Pourquoi j'ai trouvé intéressante et je vous l'ai montré? Parce que ça montre bien que malgré le fait qu'il y ait des hauts et des bas, vous voyez qu'il y a toujours un attrait pour Ethereum et des gens qui rentrent dans le réseau, qui ont envie de détenir de l'Ethereum. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour nous investisseurs. C'est vraiment une courbe qui est très très intéressante. Alors, effectivement, il y a un défaut à cette courbe, c'est qu'un acteur peut détenir une multitude d'adresses Ethereum. Donc moi, je pourrais détenir 10 millions d'adresses Ethereum. Et puis voilà. Bon, l'intérêt, il est très limité. Ça me coûterait un pognon fou. Ça serait un bordel aussi à gérer. Donc vous pouvez vous dire que quand même, des institutions qui détiennent des milliers d'adresses Ethereum, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez limité. Donc quand vous avez quand même une courbe avec quasiment maintenant bientôt plus de 100 millions d'adresses sur le réseau, c'est que vous vous dites quand même qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a une vraie traction. Donc en 2021, on a ajouté 18,36 millions d'adresses avec un solde d'Ethereum positif. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est 1,53 million d'adresses par mois. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et on voit quelque chose qui s'accélère. Et moi, je pense que dès qu'on va passer les 100 millions, puis les 200, 300 et tout, on arrivera sur un effet un peu boule de neige. Et si vous regardez le rythme actuel, d'accord, de ces derniers mois, on devrait passer les 100 millions cette année et on devrait passer les 200 millions au début de 2020. Oui, c'est ça, début de 2023. Non, pardon, début 2024. Donc ça vous montre un peu la vitesse à laquelle ça va. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc là, on a les îles Marshall qui valident la DAO. Donc pour ceux qui veulent, j'ai mis la définition de la DAO. Hein. C'est une organisation autonome décentralisée, hein, donc qui permet de gérer un groupe de manière décentralisée, open source, et chacun a un droit de vote et les membres décident de ce qu'ils vont faire, ce genre de choses. Pour le moment, c'était quand même des actifs, les DAO, et des mécanismes qui n'étaient pas régulés. Et là, le fait que l'île de Marshall permette aux gens de créer des DAO, c'est des choses qui sont intéressantes. D'accord. Bon, là, en l'occurrence, c'est des DAO sur des entités à but non lucratif, pour le moment. Hein. Donc, ils ont créé le premier DAO à but non lucratif aux îles Marshall. Ce qui est intéressant avec l'utilisation de ces DAO, c'est quoi? C'est de permettre
dans les îles Marshall d'amener des structures qui permettent à une multitude de personnes d'être dans la structure, d'avoir un pouvoir dans la structure sans risque, entre guillemets, et sans complexité. Et ça, c'est très rare. Parce que dès que vous faites une holding un peu dans les Caïmans et tout, et que vous voulez être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, ça devient compliqué à gérer. C'est pas si simple. Et là, les DAO, c'est vrai que ça permet de gérer une multitude de personnes et de donner des pouvoirs à ces personnes-là, ce qui peut être quelque chose d'intéressant. Surtout, là, ce qui est intéressant, c'est leur vision dans les organismes à but non lucratif. Alors, les îles Marshall, bon, après, c'est des bons communicants, hein, donc ils s'arrangent un petit peu aussi, hein, parce que c'est quand même un bon paradis fiscal. L'idée qu'ils nous ont vendue, c'est qu'il y avait eu quand même énormément de problématiques avec des organismes à but non lucratif qui ont mal dépensé de l'argent de leurs donateurs. Donc ce qui explique les îles Marshall, c'est qu'on pourrait chaque année distribuer des DAO par exemple aux donateurs d'un projet à proportion de ce qu'ils ont donné dans le projet, et du coup ils pourraient voter pour les projets qui leur semblent les plus ambitieux pour les comptes de la société, et donc, enfin pour les comptes de l'association, et donc faire en sorte de valider les choses. Alors que c'est vrai que par exemple quand vous donnez au Téléthon, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qu'ils vont faire de l'argent, il n'y a pas vraiment de transparence. Là avec les DAO, il y a des possibilités de faire beaucoup plus de transparence, des obligations par exemple de publier des comptes, de dire à quoi a servi tel argent, ce genre de choses. Après attention, on est au tout début, il y a plein de moyens de trafiquer un DAO, hein. Parce que dès que vous faites un DAO, il y a des moyens d'en profiter. Par exemple, il suffirait que quelqu'un mette 51% des fonds d'une année dans l'association, et puis c'est lui qui a les parts majoritaires et c'est lui qui décide. Et il va décider pour les 49% restants. Donc il y a des adaptations à faire par rapport à ce que vous amenez au DAO, par rapport au nombre de droits de vote que vous avez, ne pas être prépondérant, ce genre de choses. Mais tout ça, c'est des choses sur lesquelles on avance. Et l'avantage quand même de ces DAO, c'est de simplifier grandement la manière de voter avec des architectures qui sont quand même plus simples que les assemblées générales, ce genre de choses. Et surtout des architectures qui sont que tout le monde sait qui détient quoi. Alors que si vous voulez voter pour les actions en France, pour ceux qui ont des actions de société cotée, vous savez qu'aller aux assemblées générales, c'est déjà pas facile. Il faut que votre broker il vous fasse une attestation disant que vous avez des actions, ou sinon il faut qu'elles soient au nominatif, ce genre de choses, que les gens y sachent. Donc vous voyez que c'est pas un truc qui est automatisé. Alors que là, l'avantage des DAO, c'est que vous ne pouvez voter à l'heure dite que si vous détenez des cryptos, vous ne pouvez pas forcément les revendre tout de suite après. Enfin, vous avez énormément de mécanismes qu'on peut mettre en place et qui peuvent limiter justement ces choses-là. Donc ils peuvent être très très intéressants pour les sociétés et pour l'avenir de la finance. Et moi je pense que les DAO, c'est quelque chose de très compliqué sur lesquels il y a besoin d'une régulation, il y a besoin de mettre en place énormément de choses, mais moi j'y crois beaucoup pour la gestion des sociétés du futur. Et le fait que les îles Marshall se lancent là-dedans, on dit souvent que le porno est en avance dans l'industrie de l'entertainment. C'est eux qui ont commencé avec la 3D, avec les lunettes de réalité virtuelle, ce genre de choses. Et ben dans la finance, généralement, les paradis fiscaux sont toujours un peu en avance dans les innovations. C'est la même chose, hein. Donc là, je pense que c'est quand même un indicateur intéressant. On a dans Parlons Crypto, on a cette semaine, on a le Monero qui a un petit problème parce que la pool Mine XMR est passée à 1,4 de puissance de calcul, ce qui représente 44 du taux de hachage du réseau XMR. Donc il faut savoir que quand vous dépassez les 51%, ça peut devenir dangereux au niveau sécuritaire pour un réseau. Donc il y a 13 000 mineurs sur cette pool qui facture 1% de frais. Cette pool, quelques mois avant, elle contribuait qu'à 34% du taux de hachage du réseau. Et donc la problématique, c'est quoi? C'est que si ça continue comme ça, ils peuvent avoir 51% du réseau. Et s'ils ont 51% du réseau, ils peuvent frauder le réseau, ils peuvent trafiquer le réseau. Et ça pose énormément de problèmes à la communauté Monero. La question, c'est est-ce que les gens qui sont derrière la pool sont des gens qui sont sérieux, qui vont limiter par exemple la puissance de la pool pour éviter ce genre de choses? Est-ce que c'est des gens qui ont des mauvaises intentions, ce genre de choses? Ça, on ne le sait pas encore. Donc, il va falloir faire attention au Monero. Après, d'un autre côté, je me dirais que si j'étais à leur place et que j'avais des mauvaises intentions, je me poserais quand même des questions. Parce que vous voyez bien que la semaine dernière, on parlait de ceux qui avaient fait le hack de Bitfinex qui avait été retrouvé
quelques années plus tard. Donc je pense que quand on fait un gros hack dans les crypto-monnaies, on est sur le radar du FBI, de toutes les agences et des top lignées de ces agences-là, et on finit un jour ou l'autre par se faire repérer parce qu'on dépense trop d'argent, parce qu'on essaye de sortir les crypto-monnaies et qu'on peut les tracer, ce genre de choses. Donc moi, je serais eux, j'éviterais de trop faire des bêtises, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre. Et effectivement, par exemple, si je détenais du Monero, peut-être que je sortirais un petit peu pour me dérisquer face à ce risque-là, parce que effectivement, c'est un risque qui peut quand même s'emballer et être très dérangeant pour cette crypto-monnaie. On passe à l'hebdo du gaming. Donc cette semaine, on fait les meilleures ventes aux États-Unis en janvier. Donc Pokémon Legends Arceus, dont on avait déjà parlé les dernières semaines, numéro 1. Call of Duty qui prend la deuxième place. Monster Hunter qui reprend la place d'avant, qui a bénéficié de super ventes de bundles avec la Switch. Madden LFL qui garde sa place. God of War, la réédition du jeu qui a permis au jeu de revenir dans le top. Donc ça vous montre aussi tout le segment entre guillemets rétro gaming, réédition des jeux qui ont de plus en plus de succès. Marvel Spider-Man Miles Morales qui profite toujours des ventes très importantes, des ventes un peu plus importantes de la PS5, avec le top jeu de la PS5 c'est Marvel Spider-Man Miles Morales, FIFA 22 avec EA Sport, Mario Kart 8, Rainbow Six Extraction qui est nouveau et qui fait pas une entrée exceptionnelle, donc pour Ubisoft c'est pas oufissime, et Battlefield 2042. Après ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé ? Le revenu du mois c'est 4,7 milliards aux États-Unis, en baisse de 2% d'une année à l'autre. Il y a une hausse sur le hardware de 22% à 390 millions de dollars. C'est le deuxième meilleur mois de janvier après celui de janvier 2009 où ils avaient fait 447 millions de dollars de ventes. Ça vous montre l'appétit pour les consoles qui sont la Switch, la PS5 et la Xbox série X. La PS5 est la console la plus vendue ce mois-ci aux États-Unis. Donc ça, c'est pas très bon pour Microsoft, qui structurellement était quand même dans une place forte aux États-Unis avec sa console. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'il y a toujours des pénuries. C'est toujours compliqué d'obtenir une console. Et pourtant, vous voyez qu'on fait le deuxième meilleur mois de janvier de toute l'industrie du jeu vidéo depuis qu'elle est née, au niveau vente de consoles. Donc ça vous montre quand même qu'il y a un appétit pour ces nouvelles consoles qui est considérable, vraiment important, et qu'il y a une installation du parc qui va vraiment être massive. Et vous commencez à avoir des analyses qui s'imaginent que l'installation du parc de consoles de nouvelle génération peut être beaucoup plus rapide que sur l'ancienne génération. On est sur des taux de croissance qui peuvent être vus 2 fois supérieurs. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Au niveau des accessoires, on a ce que je vous racontais depuis un certain temps. On a une diminution de 15% à 185 millions. Donc ça fait depuis quasiment 6 mois qu'on est en diminution. Et le meilleur accessoire vendu, l'accessoire le plus vendu, c'est la manette Xbox Elite série 2 de Microsoft. Et après, au niveau des jeux, vous avez une toute petite baisse. Je ne l'ai pas mis là, mais c'est une baisse de 3% de la vente des jeux et des add-ons et des extensions en jeu. Donc voilà. On a après MiYoYo qui se lance dans le cross-média avec MiYoverse. Donc MiYoYo, c'est ceux qui avaient fait le jeu Genshin Impact, dont on avait beaucoup parlé, un des jeux qui avait réussi à faire le milliard de revenus sur mobile le plus rapidement au monde. Donc c'est quand même une entreprise qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que leur histoire, c'est d'amener leur licence cross-média, donc d'en faire des animés, des parcs, des jeux vidéo, ce genre de choses. Et donc du coup, ce cross-média dont je vous parle depuis un certain temps, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et MiYoYo, ce qui est intéressant, c'est que leur vision du cross-média, c'est de dire qu'en amenant justement l'univers de MiYoYo sur une multitude de supports, ils vont créer un métaverse MiYoYo parce qu'on va amener le support un peu partout. Et du coup, on va pouvoir après mixer le support avec la réalité des gens. Et du coup, les gens seront plus immergés dans l'univers. Et c'est ce qu'ils appellent le métaverse.
Alors, vous pouvez discuter de la définition du métaverse de ces gens-là. Moi, je trouve que c'est intéressant cette idée vraiment d'amener de plus en plus de gens dans vos univers. Je pense que c'est un peu ce que faisait Disney avec les parcs à thème et beaucoup en vous amenant dans le monde de Disney, sauf qu'on avait bien une bonne vision que c'était un monde quand même qui était féerique et qui était très limité dans le temps. Déjà parce qu'on payait 110 € pour rentrer dans le parc. Donc on savait qu'à la fin de la journée, on allait être renvoyé. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses. Ça vous montre aussi l'intéressement de toutes ces entreprises. Moi, je pense que quand toutes les entreprises s'intéressent à quelque chose, c'est quand même que généralement, il y a quand même un produit et un service derrière. Donc tous ceux qui disent oui, Facebook, c'est parce qu'ils sont à la ramasse, donc ils s'intéressent au métaverse et tout. Enfin, si vous avez des sociétés comme MiHoYo, si vous avez des sociétés comme Facebook, des sociétés comme Microsoft, des sociétés comme Sony, et plein de sociétés comme ça qui s'intéressent au métaverse, c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière et qu'on est vraiment dans quelque chose d'intéressant. Donc je pense que ça, vraiment, c'est intéressant. Et cette capacité de faire du cross-média, pour tous ceux qui ont de la licence dans le contenu, je pense que c'est vraiment l'avenir. Et on va voir pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant tout à l'heure, parce qu'il y a une grosse vente de licences qui s'annonce, qui va, à mon avis, beaucoup changer la phase des médias pour quelques années. Pour certains acteurs, suivant qui détiendra cette licence. On a l'Inde qui tacle à nouveau la Chine avec le jeu Garena Free Fire, qui est le jeu le plus joué au monde, qui va être interdit en Inde. C'est un nouveau jeu interdit. Le jeu juste avant qui avait été interdit en Inde il y a quelques années, c'était Player Battle Unknown, qui était édité par Krafton. Garena, c'est édité par Sea International. Il faut bien savoir que pourquoi est-ce que Garena, qui édite Free Fire, et PlayerUnknown, qui est édité par la société Krafton, qui est singapourienne, coréenne, pardon, ont été interdites. C'est parce que Tencent détient des parts dans ces acteurs. Et la définition des Indiens, c'est que tout acteur qui est détenu par Tencent ne doit pas rentrer dans le marché indien. Donc ça va poser quand même des questions au niveau du développement du jeu vidéo en Inde, ce genre de choses. Donc ça, il va falloir voir, parce que des acteurs détenus par Tencent, il y en a quand même beaucoup. Alors pour le moment, les acteurs détenus par Tencent, mais qui ont leur siège en Europe ou aux États-Unis, ne sont pas trop touchés. C'est-à-dire que vous appelez Microsoft, vous appelez Ubisoft, vous appelez Activision, ce genre de choses. Vous n'êtes pas trop touchés par ça. Mais c'est vrai que si vous êtes largement détenu par Tencent, ou entièrement détenu par Tencent, ou si vous êtes détenu en partie par Tencent et coté en Asie, et ils avaient beaucoup plus de mal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir voir. Après, attention, hein, c'est pas que Garena qui est enlevé, c'est 54 applications qui sont interdites en Inde. Ça vient rejoindre les plus de 300 applications qui sont interdites en Inde, qui sont soi-disant, d'après les Indiens, liées à Pékin et au service secret chinois. Donc voilà, c'est toujours le même combat. La guerre entre la Chine et l'Inde, c'est vraiment quelque chose au niveau du business qu'on a de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre, parce que c'est vrai que c'est une zone de tension qui est assez importante. Alors pour le moment, l'Inde n'est pas quand même une place forte où il y a un chiffre d'affaires qui est colossal, mais ça peut être des soucis pour certains. Dans Parlons Gaming, on continue justement avec nos histoires de licence. On a Take-Two qui a annoncé un deal de licence à travers BioShock pour faire un film BioShock avec Netflix. Donc ça vous montre qu'il y a toujours de l'argent à aller chercher. Pour Take-Two, ils nous disent que c'est intéressant parce que ça va pousser l'intérêt pour la licence BioShock, ça va lui donner de la valeur. Et en plus, ils vont toucher de l'argent de la part de Netflix. Donc c'est 100% gagnant pour eux. C'est gagnant au point de vue marketing et c'est gagnant au point de vue financier. Sachant que la majorité des coûts sont soutenus par Netflix. Le risque il est pris par Netflix, et comme vous détenez la licence, vous gagnez surtout les fronts. Donc ça, c'est intéressant pour les gens du jeu vidéo, parce que ça vous montre qu'il y a vraiment des licences qui sont intéressantes. Vous avez Lost Ark, le MMO coréen, qui est édité par Amazon Game en Europe et aux USA, qui vient d'être lancé, qui a fait 1,3 million d'utilisateurs en pic. Pour vous donner une idée, le seul jeu qui avait fait plus sur Steam en pic d'utilisateurs, c'est PUBG, qui était monté à 3,7 millions d'utilisateurs en simultané. Donc c'est un très très bon lancement. Ça donne à Amazon Games un vrai poids dans l'univers du MMORPG en Europe et aux USA, parce que entre Lost Ark et New World, ils ont quand même une part de marché qui est non négligeable. Donc ils ont réussi. Après, il va falloir qu'ils s'internationalisent, qu'ils prennent cette part de marché un peu partout.
Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à lancer Lost Ark. Ils ont eu beaucoup de mal au niveau des serveurs, malgré le fait qu'ils détiennent les infrastructures avec AWS. Ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont été obligés de décaler plusieurs fois le lancement à cause du nombre de personnes qui attendaient. Maintenant, ça s'est un peu stabilisé. Mais ça vous montre vraiment ce que je vous disais aussi sur Microsoft depuis un certain temps. Le fait d'avoir une puissance dans le gaming est intéressant parce que vous faites appel à des pics de consommation dans le gaming qui sont dingues. Et du coup, ça vous permet de tester vos infrastructures pour avoir des infrastructures solides et pour après aller vers des entreprises qui vont avoir des pics de besoins ponctuels en disant mais vous inquiétez pas, moi je gère des jeux vidéo dans lesquels à minuit il y a 100 000 joueurs et puis à 18h le soir d'un coup il y a 3 millions de joueurs qui se connectent d'un seul coup. Je sais gérer les pics de consommation, vous inquiétez pas. En plus, le jeu vidéo, ça consomme énormément de ressources, donc je maîtrise. Et bah ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui avait fait la différence entre AWS et les autres à l'époque du début. C'est-à-dire que comme Amazon avait des pics de charge quand ils sortaient un nouveau produit ou ce genre de choses, et ben ils avaient une capacité de les analyser et de les travailler dans AWS. Et quand toutes les autres compagnies ont commencé à avoir les mêmes problématiques de montée en charge, ben il a fallu qu'elle aille sur des gens qui sont spécialisés. Et qui mieux spécialisé que Amazon, qui avait déjà affaire à ces problèmes de montée en charge et qui est capable de les adresser avec ses propres techniques. On a après, ce que je vous racontais aussi tout à l'heure, les droits du Seigneur des Anneaux qui sont à vendre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Saul Zaentz & Co., qui détient la holding, qui détient les droits sur le Seigneur des Anneaux, une partie des droits, hein, pas tous les droits, mais une partie des droits et tous les droits sur l'univers du gaming autour de Seigneur des Anneaux et le Hobbit, va vendre cette holding, d'accord. Il possède ces droits depuis 1976, donc ça fait quand même un certain temps. Et il y a un grand combat qui a l'air d'avoir lieu aux États-Unis là-dessus. On n'en parle pas beaucoup, mais il paraît que Microsoft se serait renseigné, que Amazon se serait renseigné, que Netflix se serait renseigné. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. On va voir un peu combien valent les droits d'une série culte comme Le Seigneur des Anneaux. Suivant combien valent ces droits, ça nous donnera un peu un ordre de grandeur pour valoriser les autres droits. Et je pense que ça fait très plaisir à Disney, qui a acheté à l'époque pour quelques milliards de dollars Marvel et pour quelques milliards de dollars Star Wars. Et je pense que si Disney vendait ne serait-ce que Marvel ou Star Wars maintenant, il ferait une culbute phénoménale. Ce qui vous montre que quand vous avez la vision un peu avant les autres, vous avez une capacité de gagner beaucoup d'argent. Souvenez-vous quand même que quand ils ont racheté Marvel et quand ils ont racheté Star Wars, les gens disaient qu'ils payaient trop cher et que c'était une arnaque et Wall Street baissait. Donc ça vous montre qu'entre ce que Wall Street pense à 24 heures et ce que Wall Street va penser à 5-10 ans, les choses sont différentes. Quand vous avez une vision du business, vous avez quand même une capacité de mettre en place ce genre de choses. Vous avez aussi dans le monde du gaming le fonds public saoudien qui a continué à investir. Ils ont montré des acquisitions de blocs de plus de 5% de Capcom et de Nexon en Asie. C'est vraiment un mécanisme de fonds. Ça fait quasiment 3 ans que le fonds public saoudien achète de plus en plus de valeurs du gaming. Et ces derniers mois, alors que les valeurs du gaming baissaient, eux, ils ont continué à investir massivement dans le secteur. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que le fonds public saoudien va vendre des actions Aramco avec le prix du pétrole qui est haut. Je pense que c'est aussi pour ça que les Saoudiens sont pas trop pressés de faire baisser le prix du pétrole, parce que ça permet d'avoir des actions Aramco qui sont assez hautes. Et le but, c'est de vendre un peu des actions Aramco pour aller donner du cash au fonds public saoudien pour investir sur d'autres projets. Et donc je pense que le gaming tirera profit de ces ventes un peu de Aramco. Et donc c'est intéressant et ça vous montre que les tops investisseurs mondiaux sont quand même très intéressés par le gaming. Hein. Donc ça c'est quand même un bon signe. Au niveau des résultats, on a Supercell qui a publié des résultats en hausse avec un chiffre d'affaires de 2,24 milliards contre 1,48 en 2020. Donc une augmentation de 45,3% et un bénéfice avant impôt de 852 millions, ce qui affiche une croissance de 80,3 millions par rapport à 2022. Donc ils sont vraiment bien. Ça vous montre que dans le jeu vidéo mobile, vous avez énormément de valeur à créer. Vous avez Krafton, propriétaire de PlayerUnknown's Battlegrounds, qui a publié des résultats en augmentation de 13% sur le revenu, donc à 1,57 milliard sur 2021.
Et par contre, le bénéfice du sud-coréen a baissé de 6,5% à 434,8 milliards 434,8 millions de dollars, pardon, par rapport à l'année dernière. Au niveau du dernier trimestre, les revenus ils étaient en hausse un peu plus forte parce qu'ils étaient en hausse de 26%. Et le bénéfice, par contre, était en baisse de 85% parce qu'il y avait eu, au quatrième trimestre, énormément de R&D qui ont été mis en place. La société en a profité pour acquérir le développeur 5min Lab en disant que il y avait énormément d'acquisitions qui étaient dans le pipe et qu'il fallait grossir absolument dans ce monde du jeu vidéo et que c'était vraiment une volonté très importante de grossir. Après, attention aussi, si on compare par rapport à 2020, il y a quand même le ban des jeux vidéo mobiles de Player Battle Unknown en Inde qui ont pesé sur le chiffre d'affaires. S'il n'y avait pas eu ce ban, le chiffre d'affaires et la rentabilité seraient en plus forte hausse que ce qu'elle ne l'est là. On continue. On a après Rovio qui a connu une année solide. Le chiffre d'affaires, il a augmenté. Il est à 286,2 millions contre 276,4, donc une augmentation de 7% au dernier trimestre. Et sur l'exercice, sur l'année, et sur l'exercice, l'EBITDA, il est en baisse de 9%. Il est passé de 54,8. Il est passé à 54,8 et le bénéfice d'exploitation est passé lui à 43,7 en baisse de 7%. Donc voilà, c'était les résultats dans l'univers du gaming. Donc il y aura les autres la semaine prochaine. On continue avec le marché. On va faire un petit peu d'éducatif ce soir. On va essayer de faire comprendre la pénurie des puces pour comprendre un petit peu le long terme de l'univers des puces. Et après on passera à vos questions. Donc là on vous montre des données, comment sont créées les puces. Donc vous voyez, vous faites un premier chemin de Michigan à Taïwan, d'accord, donc du silicium et du chimique. Après vous allez de Taïwan en Malaisie, d'accord, donc vous allez faire des tests et des assemblages, d'accord. Vous allez de Malaisie à Munich, vous allez assembler des modules. De Munich en Chine, vous allez assembler le matériel. Et de Chine en Californie, vous allez vendre le matériel. Vous vous rendez compte le nombre de fois que l'objet doit faire le tour de la Terre. Donc ça vous montre bien une chose, ça vous montre que dès qu'il y a une petite brindille qui met un problème dans cette industrie, les répercussions mettent des mois et des mois à changer. Parce qu'il suffit qu'il y ait une étape qui se passe mal et toute la chaîne est paralysée pour longtemps. Et le fait de remettre la chaîne en marche met des mois et des mois. Pour avoir discuté avec des gens des semi-conducteurs, en gros, ils pensent que dès qu'il y a une crise sur les semi-conducteurs, pour remettre la chaîne d'aplomb, il faut à minima 2 ans et demi. Donc on en est encore loin. Donc ça vous montre un peu la puissance de ce secteur. Alors c'est pour ça aussi que les États-Unis ont dit qu'ils voulaient absolument limiter le chemin que font les semi-conducteurs jusqu'à Taïwan. Et donc leur solution, c'est de construire des usines très très importantes aux États-Unis. On va voir, là vous avez le taux d'utilisation des usines, d'accord. Donc le taux de long terme, d'accord. Et c'est le taux de long terme fait sur plus de 10 ans, pardon. La courbe rouge, c'est 80% des usines utilisées, d'accord, des lignes de production. En gros, vous êtes obligé d'avoir ce taux à 80%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les trimestres, vous rajoutez de l'utilisation et en fait, vous rajoutez des systèmes vous rajoutez des unités de production en plus aussi tous les trimestres pour rester à ce taux de 80%. Et vous voyez que, comme on n'en a pas produite, déjà on avait une forte hausse avant la crise parce qu'on était dans une méga tendance qui n'avait pas été anticipée, c'est-à-dire le fait que les voitures allaient consommer de plus en plus de semis, ce genre de choses. Que tout notre quotidien allait être transformé, les réfrigérateurs, les machins, les trucs. Et ça n'avait pas été assez anticipé par l'industrie des semi-conducteurs. Et donc vous voyez la hausse là. Vous voyez qu'on a une petite baisse et après une forte hausse. Et là, vous avez le fait que effectivement, on ait de plus en plus besoin de semis et le fait que l'industrie est complètement en ordre dispersé. Et du coup, c'est compliqué. Donc vous voyez quand même que pour revenir à ce taux d'utilisation de 80%, on a un petit peu baissé là. Alors c'est en partie la baisse entre le Q3 et le Q4 et en grande partie due à Omicron et pas due à des faits qu'on a mis en place des nouvelles lignes de production.
et à des baisses de la demande. Donc c'est un peu fou. C'est-à-dire que si on regardait le Q1, on serait retourné en hausse là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que comme on est très proche des 100%, il va falloir construire quand même sévère, mais vraiment de manière très très importante. Et donc je pense qu'on est vraiment sur un cycle qui est très important pour l'industrie des puces et qui va durer un certain temps et où les fabricants qui sont vraiment très importants, les gens comme TSMC ou les gens quand même ASML qui font des machines, vont en tirer profit pendant encore minimum 10-15 ans. Parce que je pense que le cycle pour revenir à des taux d'utilisation de 80% avec la montée en puissance de la demande de semi-conducteurs et tout, c'est minimum 5 à 10 ans. Et après, dans 5 à 10 ans, va y avoir des besoins en plus. Donc on va aussi repartir dans un cycle d'investissement, aussi de devoir changer les anciennes usines, ce genre de choses. Mais je pense que là, il y a vraiment besoin d'un coup de booster dans l'investissement qui est quand même massif. On va le voir d'ailleurs ici. D'accord ? Donc là, vous voyez, c'est le nombre de jours de production de semi-conducteurs que les entreprises ont en stock. Quand vous êtes client de l'industrie des semi-conducteurs, que vous utilisez des semi-conducteurs dans vos produits, c'est combien vous avez de jours de production de semi-conducteurs en stock. Vous voyez qu'en 2019, on était aux États-Unis en moyenne à 40 jours de production stockés par entreprise. En 2021, on est à 4 jours. Et ça, ce stock-là, il va falloir que les gens le refassent. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas durer éternellement à ce niveau-là. Donc ça veut dire que même si vous imaginez, on va repartir ici, que le taux va redescendre là, parce qu'on va avoir des nouvelles montées en puissance, il faut qu'on soit capable de répondre à la demande en plus, d'accord, de semi-conducteurs, une demande de long terme, qu'on soit capable de reconstituer les stocks et qu'on soit capable de gérer le fait que certaines usines arrivent à l'échéance de leur vie et qu'il faille les renouveler. Donc ça fait énormément de problématiques à gérer. Vous voyez aussi ici, au niveau de la Chine et des États-Unis, des systèmes de valeurs, d'accord ? Donc vous voyez, par exemple, en packaging et en assemblage, bah, le numéro 1 mondial, c'est la Chine, parce que c'est une industrie à très petite valeur ajoutée. Entre l'assemblage et la fabrication, vous avez la fabrication qui est ici. Vous voyez que la Chine et les États-Unis font moins de 30% de part de marché. Pourquoi ? Bah parce que là, le numéro 1 mondial, c'est Taïwan, hein, qui a quasiment le reste de la part de marché à quelques points près. Donc ça, c'est important. En assemblage, vous avez Taïwan qui est assez haut aussi, mais qui est quand même moins haut que la Chine parce que vous avez des coûts des rentabilités qui sont sur l'assemblage très très faibles. Après, vous avez aussi la part de marché globale. Et la part de marché globale, vous voyez que les Américains sont très en avance parce qu'ils ont plus de 45% de la valeur de ce marché-là. Le reste, c'est la Chine, Taïwan, la Corée et un peu les Européens. Et pourquoi est-ce que les États-Unis ont la majorité de la valeur de la chaîne des semi-conducteurs ? Bah parce qu'ils ont tous les créateurs de design, donc les chip les chip designers, pardon, donc Nvidia, AMD, ce genre de choses. Et c'est eux qui tirent le plus gros de la rentabilité du secteur, clairement. Hein. Là où sur TSMC, on est plus sur une activité de production pour compte de tiers, un peu comme Foxconn, ce genre de choses, donc la marge est beaucoup plus faible. Et vous voyez qu'en recherche et développement, c'est la même chose. Vous voyez que la Chine est encore tout petit, hein, ici. Les États-Unis font encore 15 fois la Chine en recherche et développement sur les puces. Donc il y a encore un certain niveau en Chine et beaucoup d'investissements à faire pour rattraper les Américains. Vous voyez aussi que le plan américain pour la construction de nouvelles usines de semi-conducteurs, il est quand même très important. Parce que là, vous avez les différents investissements dans les usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc vous voyez, vous avez Intel qui est premier, Texas Instruments, Samsung et TSMC. Et vous voyez que le plan américain pour booster les usines de semi-conducteurs aux États-Unis, il fait quasiment tous les investissements de Texas Instruments, Samsung et TSMC. Et il fait légèrement plus que les investissements d'Intel tout seul. Donc ça vous montre vraiment le fait que ça soit massif. Et cet impact massif qu'ont mis les Américains là-dedans, ça va vraiment avoir un gros impact sur le marché. Et ça va être des choses assez intéressantes. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir si par exemple, là où les Américains veulent prendre de la part de marché, c'est ici et ici. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est de savoir si au niveau de la fabrication, ici, c'est si les Américains vont être capables de prendre de la part de marché en donnant de la part de marché à Intel, en privilégiant leurs acteurs,
ou est-ce que TSMC va être capable de venir aux États-Unis, de dire je construis chez vous, mais donnez-moi les mêmes subventions que les autres, et ce qui pourrait permettre à TSMC de garder son leadership, parce que effectivement, si les Américains commencent à mettre autant dans leur chip manufacturer aux États-Unis, et comme c'est un plan que déjà certains politiques US voudraient répéter l'année prochaine, enfin voudraient répéter plusieurs fois, vous imaginez que si c'est Texas et Intel qui touchent à chaque fois les subventions, bah même pour TSMC, ça va être dur d'être compétitif parce que vous vous retrouvez face à une société qui a quasiment vos capex en subvention, quoi. Donc c'est un peu difficile. Donc il va falloir surveiller, mais ça vous montre l'investissement massif qu'on est en train de faire dans ce secteur-là. Et cet investissement massif, il va avoir vraiment un impact sur le marché qui va être assez massif. C'est aussi pour ça que je pense que dans les années 2023-2024, l'inflation va vraiment beaucoup diminuer parce que dans beaucoup de secteurs, on aura surinvesti, on va se retrouver avec ce surinvestissement, donc cet impact de baisse des prix qu'on va retrouver. Et à mon avis, on va même être sur une inflation qui va être encore plus forte que celle d'avant Covid parce qu'on aura donné un tel coup de booster à nos investissements d'un coup aussi violent qu'en fait on va se retrouver avec un effet ciseau entre guillemets comme on s'est retrouvé sur la hausse des prix mais sur la baisse des prix. Et donc ça peut nous driver sur une déflation assez forte. Donc moi je pense quand même qu'à long terme c'est toujours intéressant d'être dans des sociétés qui vont tirer parti de l'avenir, qui vont tirer parti même d'un avenir où on est en déflation parce qu'elles ont des produits et des services qui sont vitaux, parce qu'elles ont des produits et des services qui ont une forte valeur ajoutée, ce genre de choses. Donc voilà, c'était tout pour ce soir. Donc maintenant on va passer à vos questions. Donc surtout n'hésitez pas. Hop là, on va mettre ça. Jet est européen et ITER est français, c'est bien ça. Non, Jet est européen. C'est d'ailleurs une des seules choses que les Anglais au niveau européen ont gardé. Et je pense que ça montre un peu l'importance que ça a. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui étaient européens où les Anglais vont décider soit de sortir, soit de ne pas sortir. Bon, après, bouger le jet hors d'Angleterre, ça aurait quand même été compliqué. Donc je pense aussi qu'il y a une vision à minima de logique de la part des Anglais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément déplacer le réacteur comme ça. Mais il y a une vraie volonté des Anglais d'investir dans le nucléaire, il y a une vraie volonté de Boris Johnson d'investir dedans. Et je pense qu'on peut critiquer Boris Johnson, on peut critiquer Trump, mais c'est quand même des gens qui ont une capacité à dire quand un secteur est vital et quand une innovation est vitale, de dire il faut qu'on ouvre les vannes et il faut absolument qu'on trouve. Voilà, la solution c'est il faut trouver, donc je vous donne de l'argent mais trouvez. Et généralement quand on donne de l'argent et qu'on dit trouver n'importe quel coup il faut que vous trouviez, les gens finissent par trouver parce que les gens ils aiment l'argent. Basique, mais c'est comme ça. Un peu comme Trump, on s'est moqué de lui avec le fait que sur le Covid, il a dit on n'a qu'à s'injecter des trucs, des produits, des dissolvants, des machins. Enfin, beaucoup de gens se sont foutus de sa gueule, mais l'impact fort qu'a été capable de voir Trump, c'est de réunir tous les gens de la biopharma et de leur dire écoutez, je mets de l'argent, le premier qui trouve, vous êtes sûr qu'il va gagner des milliards et des milliards. Donc cherchez et trouvez. Et j'investis massivement et je mets tout le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'ont les Américains plus que nous, les Français. C'est cette capacité de prendre du risque. Et ça, c'est une capacité qu'il faut vraiment qu'on importe en Europe et qu'on est en train de voir de plus en plus dans la Commission européenne. Parce que moi qui côtoie quand même de temps en temps des gens de ces instances-là et tout, là où avant on était toujours dans mais qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on risque de perdre et tout. Maintenant, les jeunes... Les jeunes des meilleures universités européennes, ce genre de choses, ils ont une psychologie qui a un peu changé, qui s'est un peu américanisée là-dessus, avec une vision de mais de toute façon, c'est pas qu'est-ce qu'on va perdre ou pas, c'est on est obligé de réussir dans le nucléaire. Donc il faut qu'on mette des moyens parce que si on réussit pas dans le nucléaire, c'est la fin du monde parce qu'on peut pas faire comme les écolos disent, arrêter de consommer tous. Donc il faut absolument qu'on trouve la solution, tu vois. Donc on essaye de faire, et ça c'est un truc qui commence à machiner dans les élites européennes, et moi je pense que c'est une très bonne chose, parce que si on regarde au niveau de l'Europe, si on regarde les budgets R&D européens, on est au niveau des Américains quasiment, englobés. Donc si on arrive à avoir une vision où l'Union Européenne maximise la valeur, alors après c'est compliqué, parce que vous avez toujours, oui mais on va plus investir en France qu'en Roumanie, ce genre de choses, donc il faut trouver des équilibres, c'est pas facile. Mais je pense qu'on commence à mettre les pieds l'un après l'autre et qu'on commence à construire un truc et qu'il commence à y avoir des choses intéressantes.
D'ailleurs, le fait que sur la crypto-monnaie, on soit un peu en avance par rapport aux Américains, sur les NFT, ce genre de choses, le fait qu'on commence à voir des licornes de plus en plus en Allemagne, en France, en Espagne, et que si on prend les licornes au niveau européen, on commence à rattraper un petit peu les Américains, il y a des choses qui se passent et il y a quand même des incubations intéressantes. Bonsoir Arthur, merci pour les émissions passionnantes. J'ai découvert la société Opendoor, connais-tu? Si oui, que penses-tu de son business? Je trouve qu'il bouleverse le monde de la transaction immobilière. Eh ben, Xaxos, je suis désolé pour toi, mais Opendoor, on peut pas trop en parler parce que c'est une société qu'on a dans le portefeuille Elephant Investing Club. Donc si tu es membre de l'Elephant Investing Club, tu peux poser tes questions sur le Telegram, j'y répondrai avec plaisir, vu que c'est moi qui ai sélectionné Opendoor. Mais par respect, comme ici on est sur une émission ouverte à tout public, y compris ceux qui ne payent pas, on évite de parler des dossiers qui sont dans les aussi bien dans New Tech Insider qui est payant, que vous pouvez avoir pour voir un peu comment le service fonctionne, que dans Elephant Investing Club qui est quand même un produit un peu plus haut de gamme avec des choses vraiment d'un autre niveau, on va dire, au niveau typologie de contenu, nombre de contenus, ce genre de choses. Donc désolé Xaxos, je peux pas trop t'aider là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une révolution pour les transactions immobilières. Berkshire a beaucoup investi dans Activision en fin d'année. Ouais, mais Berkshire, ils sont en train de changer. Alors, on va faire un petit aparté sur Berkshire, parce que c'est très intéressant. Pendant des années, et quand j'ai commencé, j'étais Epitech, donc ça fait déjà 10 ans. Non, un peu moins. 8 ans, on va dire. Allez, 8 ans. Non, 10 ans maintenant. Putain, je vieillis. Bon, ça fait 9-10 ans. Je me souviens quand j'avais commencé la bourse depuis quasiment 5 ans. Enfin, 3-4 ans. Parce que j'ai commencé à 15 ans. Donc voilà. Donc quand je parlais à des investisseurs d'Amazon, de ce genre de trucs, ils me disaient non, mais nous, on est... théorie Warren Buffett, jamais il investira dans ses boîtes, on comprend pas la rentabilité, elle change tout le temps, faut surinvestir pour gagner de la part de marché, pour après installer un moat et tout. On n'a jamais construit des sociétés comme ça, Coca-Cola ça s'est construit dans le temps, machin ça s'est construit dans le temps, pourquoi est-ce qu'Amazon ça se construirait pas dans le temps avec de la rentabilité et tout. Vous les jeunes vous êtes des fous, machin. Donc moi ça me faisait rigoler à l'époque, d'accord. Et ce qui est marrant c'est que depuis quelques temps, Warren Buffett, il change complètement sa manière d'investir. Parce que par exemple, dans les banques, il a investi dans une société brésilienne qui s'appelle Nubank, qui vaut 45 milliards de dollars pour moins d'un milliard de chiffre, pour un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce qu'il a investi là-dessus? Parce qu'il vous dit que le développement de la banque en ligne au Brésil, avec l'importance des clients et l'importance au LATAM, et le fait que les gens sont pas assez bancarisés dans ces pays-là, bah ça donne une importance à Nubank qui va être intéressant. Mais si on regarde d'un point de vue purement financier, des ratios financiers de base, et qu'on regarde pas de nombre d'ouvertures de compte, l'attraction des ouvertures de compte, ce genre de choses, mais qu'on regarde juste d'un point de vue financier, c'est une aberration. Aller payer une banque 45 fois son chiffre d'affaires, c'est une aberration. Pourtant, Berkshire Hathaway, ils l'ont fait. Donc, chez Berkshire Hathaway, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, il y a quand même une vision qui est en train de s'amener dans la société, de se dire qu'on ne peut plus rester que dans l'industriel et qu'il faut passer dans la tech, et que la tech, il faut essayer de trouver les prochains leaders et qu'il faut investir dans ces sociétés et les voir. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça a une grande preuve. Et d'ailleurs, ça me fait doucement rigoler parce que tous les autres qui nous citent matin, midi et soir Berkshire Hathaway, surtout en ce moment parce que les actions de la tech se cassent la figure et les actions des matières premières montent comme des fous, mais ils vous disent pas qu'en ce moment, chez Berkshire Hathaway, on achète plus souvent des techs que ce qu'on achète des actions de matières premières ou de ce genre de choses. Alors que, de manière générale, Warren Buffett faisait plutôt l'inverse. Ça vous montre quand même un switch dans la manière de faire. Alors je pense qu'aussi il y a un switch de valorisation, les valorisations sont devenues un peu différentes, donc forcément Berkshire s'adapte, mais je pense aussi que chez Berkshire ils ont compris le fait que le jeu vidéo c'était une industrie de très long terme, que quand vous appelez Activision, vous ferez toujours du chiffre d'affaires avec Call of Duty dans 10 ans, ce genre de choses, et donc que Call of Duty c'est une marque, un peu comme Coca-Cola est une marque, voilà. Et sauf que la différence c'est que ce que ça rapporte, la rentabilité de la marque est pas la même. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Non, la conférence Future 5, c'est sur le lien que tu as envoyé Agora. Mais tu peux la voir en replay. Hein. Elle se mettra automatiquement en replay.
Ah oui, oui, la fortune vient avant tout des entreprises non tech. Ce qui est intéressant dans la manière de faire de Berkshire Hathaway, c'est le changement qu'il y a. Ouais, ça commence en ce moment parce qu'on l'a enregistré cet après-midi, la conférence sur les Big Five, sur les Future Five. Donc là, elle est en cours. Après, vous pouvez arriver après un peu après, ça pose pas de problème, mais ça se met en replay automatiquement. Donc voilà. Donc ça, c'est top. C'est vraiment top, vraiment très très intéressant. Tu te serais conseillé chez Berkshire? Oh bah, si j'étais conseillé chez Berkshire, je peux vous assurer qu'ils auraient acheté beaucoup plus que 1 milliard d'Activision. Hein. Ça fait longtemps qu'on aurait vendu McDonald's et compagnie. Hein, et qu'on aurait acheté autre chose. Non, non, je plaisante, mais voilà, ça vous montre un peu la vision qu'il y a, la chose. Et si même les sociétés comme ça, qui sont plutôt des sociétés et des gens qui font attention et qui avaient une autre vision de l'investissement sont en train de changer, ça vous montre quand même des choses. Et on a aussi eu Munger qui achète de l'Alibaba et qui continue à en acheter. On a Himalaya Capital, donc Liu qui a acheté du Facebook. C'est tous des gens qui sont dans un cercle value et ces gens-là, ils achètent de plus en plus de tech. Donc moi j'aime bien les values, ils font que de me dire la tech c'est trop cher, mais leur pape, c'est-à-dire les gens qui mettent en avant depuis des années et des années, ils sont tous en train d'acheter de la tech. Donc face à ces gens-là, je dis t'es un peu dans un dogme, c'est-à-dire que tu me dis qu'il faut acheter du value, tu me dis que la tech c'est pas value, mais tu me dis que ceux que tu prends comme modèle, ils sont tous en train d'acheter de la tech. Il y a un truc dans votre construction intellectuelle qui merde quoi. C'est un peu... Oui, on est d'accord, Altico, il y a la contrainte de la taille qui fait qu'il est obligé d'acheter d'autres actifs, d'autres typologies d'actifs, de s'exposer. Mais je pense que s'il voulait s'exposer qu'à des industriels, il pourrait le faire. Il n'est pas obligé d'acheter de l'Activision, il n'est pas obligé d'acheter du Nubank, tu vois. Surtout du Nubank. Parce que du Nubank, c'est vraiment du bancaire très risqué. Et le fait que Warren Buffett aille sur ce type d'actifs, ça montre quand même une vision. Et ça montre surtout que la nouvelle garde de Warren Buffett, ceux qui sont en train d'arriver et qui vont le remplacer, ils ont quand même une vision de cet avancement de l'innovation et de ce genre de choses. Parce que généralement, tous ces investissements qui sont pris dans la tech, ils ne sont pas pris par Munger et par Buffett. Mais ils sont pris par tous les gestionnaires de Berkshire Hathaway qui sont juste en dessous d'eux. Alors, ils ont sûrement leur mot à dire et ils ont sûrement donné leur accord ou leur avis. Mais ce que ça montre, c'est que dans la nouvelle génération de Berkshire, qui sont quand même des gens qui côtoient toute la journée Buffett, donc c'est des gens qui ont quand même un mécanisme de pensée un peu qui est façonné par Berkshire, par Buffett et par Munger, bah, ça montre que ces gens-là, ils ont quand même une vision de la tech et une vision de l'avenir. Donc ça, c'est toujours la même chose. Tout dépend de la valorisation de Baba. À ce prix, c'est clairement value. Oui, pour Baba, on est d'accord. Mais Nubank, c'est pas value. Donc voilà. Mais après, on peut discuter pendant 15 ans sur tel actif. Ça a assez peu d'importance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, en fait, les capitalisations beaucoup plus faibles, ça va donner plus de delta. Par contre, il faut plus souvent en acheter et en vendre. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Moi, après, j'ai toujours été quelqu'un qui avait un portefeuille très diversifié. Donc, je suis pas même. J'ai toujours eu des méga caps, des small caps, des mid caps. Parce que je pense que c'est très difficile de timer le marché, de savoir quand est-ce qu'il faut aller sur les méga caps, quand est-ce qu'il faut aller sur les small caps et machin. Je trouve qu'il y a des bons dossiers partout. Et moi, j'essaye de m'exposer à tout ce qui est bon et tout ce que j'arrive à comprendre. Et puis, c'est tout. C'est. Voilà. Après, il y a d'autres gens qui font autrement. Il y a sûrement des gens qui font autrement et qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Mais moi, je sais que c'est une manière qui fonctionne. Donc voilà. Je l'applique chez moi. Et j'essaye pas de copier d'autres manières. Parce que j'ai essayé pendant longtemps en prenant des gens qui marchaient mieux que moi. Et j'ai jamais réussi à copier leur manière. Et je trouve qu'avoir façonné la mienne est plus intéressant intellectuellement. Et me correspond plus. Et il faut surtout en investissement que vous n'oubliez pas de choisir la manière qui vous correspond le plus. Parce que si vous vous dites telle manière, c'est celle qui marche en ce moment, je vais l'apprendre par cœur comme à la fac pour réciter par cœur mon truc et je vais la dupliquer. Il faut quand même avoir un intellectuel qui est quand même bien spécifique
Et c'est pas si facile d'appliquer quelque chose qui va pas dans votre sens, entre guillemets, dans votre manière de construire intellectuellement. Donc par exemple, il y a sûrement des moments, par exemple sur les cryptos, c'est sûrement plutôt un marché de trading qu'un marché d'acheteurs de long terme. Mais je suis incapable de faire du trading en crypto. Je me suis abonné à des tas de services et j'ai plein de mecs que je connais qui sont des pros du trading en crypto. Il y en a plein, ils m'ont dit Arthur, je te forme si tu veux. Ils m'ont dit on passe 2 heures par jour, je te montre comment on fait et tout. J'y arrive pas. C'est-à-dire quand ils me disent tu traces la courbe là et tout, moi j'ai l'impression de tracer des dessins de quand j'étais en maternelle, ça me fait chier et j'arrive pas à m'y intéresser. C'est pas fait pour moi. Voilà. Donc j'acte que c'est pas fait pour moi parce que les rares fois où j'ai voulu en faire, en fait j'arrive à me concentrer dessus un certain temps. Puis après ça commence tellement à me casser les pieds et je vois tellement ça comme un métier et comme un truc frustrant que je fais des efforts et le moment où je commence à en avoir marre, je fais plus d'efforts et à ce moment-là je me mets en risque. Et le risque il peut être beaucoup plus important que le gain que je tire d'appliquer ces méthodes-là. Alors après, c'est peut-être parce que mon esprit est pas à même de s'astreindre à certaines choses. Peut-être que vous avez un esprit qui est à même de s'astreindre à certaines typologies de trading et tout. Moi, je pense que c'est compliqué. Passer d'un truc à l'autre, de j'avais telle méthode, je passe à telle méthode, ce genre de choses, j'ai un peu du mal. Donc moi, je vous propose ma méthode. Elle peut ne pas vous convenir. Ça, je le conçois. Et je pense que là-dessus, on peut pas discuter. Je suis pas un vendeur de tapis, donc je vous dirais pas que ma méthode est celle qui convient à tout le monde. Mais elle convient surtout à beaucoup. C'est pour ça que je vous dis toujours de toujours être dans l'échange, dans la discussion, ce genre de choses. Parce que je pense que plus vous vous formez, plus vous allez me challenger d'autres gens sur Twitter et tout, écrire des questions, ce genre de choses. Plus, entre guillemets, vous allez construire votre propre méthode. Et ça a du sens en bourse, aussi bien en crypto qu'en bourse, que dans votre vie entrepreneuriale, ce genre de choses. Et ça va vous permettre d'avoir quelque chose. Alors que vous dire, je vais juste te donner une méthode, puis tu vas copier ma manière de faire et ça va marcher. Bon, c'est pas parce que je prends des cours avec Cristiano Ronaldo que je vais être Cristiano Ronaldo au foot, quoi. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Hein. C'est dommage pour moi, hein, parce que ça me faciliterait bien la vie sur certains aspects, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Même si les vendeurs de formation aimeraient bien vous dire qu'il suffit de prendre une formation et que c'est comme ça. Mais c'est un travail intellectuel à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, Jules, oui, c'est vrai. Alors, c'est partiellement vrai. Tu peux détenir certaines sociétés chinoises en propre, mais pas toutes. Et tu n'as pas forcément accès au marché chinois. C'est très compliqué. Alors, pour faire simple, en tant que petit particulier français, je vais vous dire que la majorité du temps, vous n'avez pas accès à des vraies actions chinoises, mais toujours à des quasi-ADR ou ce genre de choses. Après, mettons-nous d'accord. Est-ce que le Parti communiste chinois va venir toquer à ta porte demain et dire ton ADR de Tencent vaut plus rien ? Soyons sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. Clairement non. Ou alors si ça arrive, c'est que c'est la guerre. Et je veux bien vous dire quelque chose, c'est que si demain c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis, mais que vous déteniez de l'Alibaba ou de l'Amazon, ça vaudra plus rien ni l'un ni l'autre. Donc de toute façon, qu'on vous l'enlève en vous disant ce que tu détenais ça vaut plus rien, ou ce que tu détiennes ça vaut quelque chose, ça change rien. Et c'est quelque chose qu'a très bien compris Munger. Munger, quand vous lui parlez du risque de déliste chinois, il vous explique toujours la même chose. Il y a un risque que les sociétés, elles aient des ADR aux États-Unis et qu'elles soient délistées des États-Unis pour être cotées à Hong Kong. Parce que les Chinois, ils préfèrent que ça soit coté à Hong Kong. Ok, ça change quoi ? Pas grand-chose. Votre entreprise, elle est cotée sur une autre place boursière. À la limite, ça change si vous êtes dans un régime fiscal où vous pouvez détenir que des actions américaines. Voilà. Donc par exemple, s'il y avait un ADR de Tencent coté en Europe, que vous me disiez, oui, mais détenir Tencent sur notre ADR coté en France, c'est bien parce qu'on peut l'avoir dans le PEA, mais tu nous dis d'acheter ça, mais s'ils le délistent et qu'ils le mettent à Hong Kong, eh ben on va être marron chocolat parce que l'administration française va nous dire qu'il faut le vendre. Et on peut être obligé de le vendre dans des mauvaises conditions de marché. Je vous dirais oui. Là, de toute façon, les ADR américains que vous achetez, généralement, c'est des ADR d'entreprises chinoises. Vous ne pouvez pas les avoir dans des enveloppes fiscales avantageuses, donc ça ne change pas grand-chose. Munger, il achète aussi des ADR américains, oui.
Il achète aussi des ADR américains, Munger. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Munger, il dit quoi? Il dit que de toute façon, le Parti communiste chinois ne veut pas vous laisser la main sur la société. Soit vous trouvez que la société, elle crée beaucoup de valeur et qu'elle peut vous en rendre. Et que la valorisation de la société, malgré une décote que vous devez faire parce que la méthode de management des sociétés chinoises est différente, vaut le coup. Soit vous trouvez qu'elle ne vaut pas le coup. Ça, c'est autre chose. Mais en tout état de cause, l'idée sous-jacente que, en dehors de cette décote que vous devez mettre parce que vous n'avez pas le contrôle opérationnel et que vous pourrez quasiment jamais l'avoir parce qu'ils ne vous laisseront pas décider en assemblée générale, donc ça mérite effectivement une décote. Après, je vous avoue qu'il y a la même chose chez Google, chez Facebook. Vous n'aurez jamais le contrôle de Facebook, quel actionnaire que vous soyez. Pourquoi? Parce que les actions de Mark Zuckerberg, elles détiennent 100 fois plus de votes que les vôtres. Donc même s'il en vend et même s'il en a moins, il sera toujours le chef. Donc en fait, vous avez le même problème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le droit de voter à l'Assemblée Générale de Facebook, ça ne change pas grand-chose par rapport à l'Assemblée Générale d'Alibaba, sauf que Alibaba, l'Assemblée Générale, celui qui décide, c'est le Parti communiste chinois. Facebook, l'Assemblée Générale, celui qui décide, c'est Mark Zuckerberg. Alors vous pouvez toujours arguer que dans 100 ans, Mark Zuckerberg, il va mourir, donc le contrôle sera plus dilué, alors que le Parti communiste chinois, ça va continuer et tout. Bon, ça, on est dans des trucs à horizon très long terme. Vous pouvez l'intégrer dans votre décote. Mais par contre, l'idée que demain, le Parti communiste chinois va toquer à votre porte et va vous dire tout ce que vous avez, ça vaut plus rien. C'est comme un peu l'idée que demain, l'État français va toquer à ma porte et dire Monsieur Toss, vous avez des bitcoins, vos bitcoins, ils vous appartiennent plus, ils nous appartiennent, on a décidé que c'était pas légal. Ça peut toujours arriver, hein. Les Américains l'ont fait sur la répression avec l'or, ils ont été racheter tout l'or des Américains et ils ont mis une répression en place. Je pense quand même que c'est difficile actuellement de le faire. Je pense que si les Chinois le faisaient, ça ferait des tensions immenses avec les Américains. Donc voilà. Voilà, c'est des choses un peu compliquées. Ah, alors après, ce que tu dis sur le blocage, c'est beaucoup plus vrai. Mais alors ça, je pense que c'est très typé. C'est-à-dire, je pense que tu peux avoir des problématiques sur China Mobile, sur des sociétés qui sont des sociétés avec des liens étatiques très forts, d'accord, et qui sont des sociétés qui sont accusées d'espionnage. Je pense que quand on est sur des sociétés aussi fondamentales dans le marché que Tencent et Alibaba, et aussi grosses dans ce marché-là, ça me paraît compliqué qu'on dise à tous les institutionnels américains qui détiennent de l'Alibaba et d'une Tencent, vos actions, elles sont bloquées. Mais c'est possible, hein. Peut-être que je me plante et peut-être que ça peut arriver. Mais je pense quand même que ça serait très compliqué et je pense qu'il y aurait toujours des moyens de faire. D'ailleurs, les derniers délistings qu'on a eu des États-Unis, ils sont plutôt bien placés, hein. Les gens qui avaient des ADR américains, ils ont reçu les ADR de Hong Kong automatiquement et les choses ont été bien gérées par les sociétés. Donc je pense quand même qu'il n'y a pas de volonté comme ça. Il y a aussi autre chose, hein. C'est qu'il ne faut pas oublier que le marché chinois est corrélé de plus en plus au marché international. Et la Chine a besoin que le marché chinois monte. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de vieux en Chine. Et donc plus vous avez une population qui vieillit, plus entre guillemets, l'argent de cette population-là, il est investi dans 2 classes d'actifs, enfin dans 3 entre guillemets. Les emprunts d'État, mais ça ne rapporte pas grand-chose, d'accord? Les actions et l'immobilier. L'immobilier en Chine, vous avez bien compris que c'est compliqué. Et les actions, c'est en train de beaucoup baisser. Et d'ailleurs, la Banque centrale chinoise met de plus en plus d'argent dans le marché actions, comme le font les Japonais. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir à un certain niveau le marché actions chinois, parce que c'est l'épargne des petits Chinois. Et que si on veut qu'ils puissent se payer une maison de retraite, se payer des soins, ce genre, il faut que les choses continuent. Ça, on le voit pas bien en étant français, parce qu'on est sur un modèle par répartition, qui est un modèle bien à part, bien différent. Mais il se passe la même chose au niveau de la Fed, c'est-à-dire que demain, la Fed ne peut pas laisser le marché action américain faire moins 50%. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, la majorité des Américains vont voir leur retraite diminuer fortement parce que les fonds de pension ne pourront plus les verser et ça va créer d'énormes problèmes sociaux. Donc vous êtes obligé au niveau de la Fed de tempérer ça parce que sinon ces problèmes sociaux se répercutent sur l'inflation, qui se répercutent sur l'économie et à la fin vous avez une crise qui est considérable. Donc même si on dit que
le travail de la Fed, c'est pas de monitorer les marchés financiers. Ceux qui disent ça, c'est des gros cons. C'est des économistes qui n'ont jamais ouvert un bouquin et qui n'ont jamais compris des interactions. Parce que les économistes qu'on voit et qui disent à la télé, non mais vous comprenez, le boulot de la Fed, c'est l'inflation et le taux d'emploi, et c'est pas où se situe la bourse américaine. Bah c'est faux. Parce que si la bourse américaine se casse trop la figure, les personnes âgées consomment moins. En consommant moins, il y a moins d'activité. Ça fait descendre l'inflation. Ça fait descendre le taux d'emploi. Et ça crée des problèmes. Donc la Fed, elle est obligée de raisonner sur tout. Et la Banque centrale chinoise, c'est la même chose. Donc je pense quand même qu'il y a assez peu de risques sur ces grosses valeurs. Sur des plus petites valeurs, j'aurais nettement plus de questions. Par exemple, si vous achetez des startups de sociétés chinoises qui valent 1-2 milliards, qui sont cotées en NDR aux États-Unis, là ça peut mal se passer. Parce qu'à mon avis, ce genre de société, on peut les délister. On peut vous faire attendre 6 mois ou 9 mois avant de vous verser vos actions qui seront cotées sur la bourse de Hong Kong ou ce genre de choses, et ça peut très mal se passer. Mais sur des actions aussi systémiques que Alibaba et Tencent, je pense qu'on est moins dérangé. Les entreprises de livraison de repas sont massacrées sur le marché. Quel est ton avis sur ce secteur? Je pense que c'est un très bon secteur à long terme. Et je pense que les gens, ils critiquent beaucoup parce que beaucoup de ces compagnies-là communiquent en disant on a eu beaucoup de nouveaux clients qui sont arrivés en 2019, en 2021, ce genre de choses, en 2020. Et là, les clients, ils sont en train... on a des taux d'occupation qui sont moins grands. On a aussi des investisseurs qui, pour la plupart, disent on voudrait enfin de la rentabilité, ce genre de choses. Mais je pense que c'est des sociétés qui ont beaucoup monté fin 2021 et tout au long de l'année 2021, que là, elles consolident beaucoup, mais à mon avis, elles consolident même trop. Donc moi, je trouve plutôt ça intéressant parce que je pense qu'on va pas s'arrêter demain de commander des paniers repas ou de commander de la livraison. Enfin, moi, je peux vous assurer que dans ma génération, tout le monde commande. Que dans les générations avant, il y en a plein qui commandent pas. Et que dans les générations d'après, ils commandent tout autant que moi, voire plus. Donc ça veut dire que c'est un changement générationnel et que c'est des choses qui vont se passer dans le temps. Oui, c'est des VIE, pas des ADR. Mais c'est la même. Enfin, c'est des VIE liés à des ADR, si on veut. Mais Altico, t'as raison de préciser. Du coup, est-ce que j'ai répondu à ta question, Jules? Et si j'ai répondu à la question de Jules, et est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on s'arrête là et qu'on va manger? Miam, miam, miam. Je vous laisse 2-3 minutes. Voilà, c'est Matt, t'as tout compris. C'est tu commandes des repas maintenant, mes enfants commanderont des repas et mes petits-enfants commanderont des repas. Alors que vous commandez... Enfin, mes grands-parents, ça leur serait jamais venu à l'idée de commander autre chose que des pizzas par téléphone. Voilà. Et ma mère, quand on est en vacances quelque part et que je lui dis non mais on peut rester à l'hôtel et on peut commander directement et on est livré parce que j'ai mal aux pieds, parce qu'on a fait tous les musées et j'ai pas envie de bouger et ça fait 3 fois qu'on mange au resto de l'hôtel, j'ai envie d'autre chose. Elle me dit ah oui mais il y a que des burgers. Je lui dis non, t'inquiète, il y a pas que des burgers, il y a même des étoilés maintenant sur Uber et tout ça. Et elle me dit ah bon, oh c'est bien et tout. Ah, voilà. Dans les grandes villes, vous avez énormément de choses. Au même titre que je pense que maintenant, vous avez beaucoup plus de gens qui ont une capacité à dégainer tout de suite leur smartphone pour appeler un Uber qu'une capacité à appeler un taxi classique. C'est un changement de génération, une méthode de consommation. Et il ne faut pas sous-estimer parce que souvent, quand vous êtes de la génération dessus, vous dites ah bah oui, mais ils changent leur manière de consommer, c'est des cons, ils vont bien revenir à nos manières de consommer parce qu'on faisait comme ça avant, ça marchait bien, alors pourquoi changer? Mais le marché change tout le temps. Il y a des gens, ils savaient très bien se balader en cheval, et pourtant on utilise la voiture. Donc voilà, c'est comme ça et les choses évoluent. Donc ça, c'est normal. Et je pense que justement, ces secteurs-là, ils sont intéressants, parce que ça veut dire que quand vous étiez avant utilisé que par les jeunes, par exemple de 15 à 20 ans, vous êtes après utilisé par les jeunes de 15 à 20 ans, plus ceux de 20 à 25, après ceux de 15 à 20 ans, plus ceux de 20 à 25, plus ceux de 25 à 30, et vous voyez que petit à petit, vous remontez le fleuve, et à la fin, forcément, votre TAM, il s'est agrandi de manière considérable. Le TAM, c'est le Total Addressable Market, le marché adressable. Ouais, il y a des machines à pain, ce genre de choses.
Oui, la branche chinoise de ARM qui fait scission et tout. C'est compliqué le marché chinois. C'est pour ça qu'il faut acheter des valeurs chinoises que quand vous pensez qu'il y a une décote qui est très importante. Mais moi je pense que maintenant sur les valeurs chinoises, on est sur des décotes vraiment historiques, hein. Parce que quand vous regardez le marché chinois depuis quasiment 10 ans, il a rien fait au global. Rien. Il n'a pas produit de valeur. Or, il y a quand même une économie qui a monté, il y a quand même des sociétés qui ont changé. Alors peut-être qu'on survalorisait le marché chinois avant, et peut-être que avant on avait des décotes qui étaient de 20-25 et que maintenant il faut passer sur des décotes de 30-35. Mais ça change pas que, à mon avis, des sociétés comme Alibaba, c'est sous-coté. Largement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on passe à la conclusion? Eh ben, je pense qu'il n'y a que Jules et Matt. Donc on va passer à la conclusion, hein. Du coup, comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés, hein, vous pouvez toujours vous abonner à New Tech Insider. C'est la même chose que les dossiers que je présente là. On fait des dossiers sur des valeurs. On vous dit ce qu'on en pense à long terme. Ce genre de choses. Vous pouvez aussi vous abonner à Elephant Investing Club. Là, c'est un peu plus poussé, avec moi sur le chat en permanence pour vous dire ce que je pense des dossiers, ce que je pense pas, ce genre de choses. Donc voilà. Je vous laisse voir, pour ceux qui veulent voir, les Big Five de ce soir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez toujours pas, comme je vous le dis à chaque fois, hein. Donc c'est la-rédaction-tech@publication-agora.fr avec un S à publication. Notre chaîne YouTube, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à la suivre, à vous abonner à notre chaîne, à mettre des pouces bleus, à commenter les vidéos, ça nous aide. Notre site internet, opportunité avec un S-techno avec un S.com. N'oubliez pas que si vous avez loupé un bout du live, tout est remis sur notre chaîne YouTube après la semaine d'après. Donc vous avez le temps de le revoir. Donc voilà. J'espère que, comme vous avez l'air d'être nombreux à regarder les Big Five ce soir, j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez nombreux à vous abonner à Elephant Investing Club. Hop là. Et du coup, voilà. Je crois que c'est tout. Ah non, je peux vous faire ça. Alors après, hop là. Alors, je finis ça. Non. Ah, voilà. Donc, est-ce que c'est le bon, ça? Ah, zut, je me suis planté. Bon, 2 secondes. On relance. Comme ça, je vous donne le lien pour Elephant. Le lien il est là. Donc, copier le lien, hop là, je vérifie que ça soit le bon et je vous le donne. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, pour voir la conférence Elephant et pour le lien, vous pouvez aller là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et j'espère vous retrouver prochainement, soit sur New Tech Insider, soit sur Elephant Investing Club. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!